Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Julien Olec, directeur général au Billière Handball Pau Pyrénées. Le Billière Handball Pau Pyrénées évolue actuellement dans le championnat de Pro League. On vous présente aujourd'hui Julien Olec. Bonjour Julien Olec. Bonjour à vous. Alors déjà, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement et quel est votre parcours ? Alors moi je suis effectivement, comme vous l'avez dit, je suis directeur général du Billière Handball Pau Pyrénées. Comme vous le dites, un club qui évolue en deuxième division professionnelle de handball masculin à Pau. C'est dans l'agglomération de Pau. Un club historique qui existe depuis 1949, qui a passé 19 saisons en LNH, c'est-à-dire soit en première, soit en deuxième division. Et donc moi je suis directeur général de ce club depuis 2019, puisqu'on a créé la société. Avant c'était une association et on a créé cette société en 2019. Je viens pour ma part, moi, pas du tout du handball, je viens du parachutisme parce que j'ai passé 15 ans en équipe de France de parachutisme, où j'ai eu la chance d'appartenir à un groupe qui a été champion du monde, 3 fois champion d'Europe, 3 fois vainqueur de Coupe du Monde. Et à l'issue de cette carrière personnelle, j'ai aussi dirigé l'équipe de France de parachutisme au sein du bataillon de Joinville pendant 3 ans. Mais depuis janvier de cette année, je me consacre au club de hand à temps complet. C'est devenu mon activité à temps complet. C'est parfait. Donc pour l'introduction de cette interview. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous l'avez fait un peu brièvement, mais vous nous présentez votre club, du coup Billière Pau Handball. Ouais, Billière Handball Pau Pyrénées, voilà, c'est un club comme je disais, un club historique du handball que tout le monde connaît, avec voilà, dans le monde du handball tout le monde connaît Billière. Maintenant, c'est vrai qu'en France, quand on parle de Billière, tout le monde ne connaît pas forcément la ville, donc c'est pour ça que je rappelle que c'est un club qui évolue à Pau, dans une agglomération particulièrement riche pour plein de choses, mais particulièrement riche pour le sport de haut niveau, puisque on est quand même une petite agglo avec la section paloise qui évolue en top 14, avec les Lambernais qui évoluent en Jeep Elite, avec le Pau FC qui évolue en deuxième division, et aussi les filles du rugby club de Lons qui évoluent aussi en première division féminine. Donc on a un club qui évolue dans un environnement particulièrement riche, mais particulièrement concurrentiel. Exactement, on y reviendra plus tard justement sur cette diversité au niveau de l'agglomération de Pau, justement, pour voir comment vous vous positionnez par rapport à cette concurrence, si on peut dire. Oui. Alors j'aimerais savoir déjà quelles sont un petit peu vos principales missions au niveau de votre club, presque j'ai envie de dire la journée type, même si ça n'existe pas vraiment, mais voilà, quelles sont vos principales missions, notamment en termes de sponsoring, de communication, d'événementiel? La journée type, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le problème de tous nos clubs professionnels, notamment dans le handball, c'est-à-dire que on a une fâcheuse tendance tous, et c'est un vrai problème de modèle économique aujourd'hui dans le monde professionnel. On a une fâcheuse tendance à miser la totalité de nos moyens, de nos masses salariales sur le sportif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un directeur général dans un club de deuxième division, il gère à la fois la communication, il va gérer un peu le partenariat de marketing, il va gérer aussi, comme c'est actuellement la période des recrutements, il va gérer un peu le sportif en lien avec le président et avec l'entraîneur. Voilà, c'est un peu le souci, c'est-à-dire qu'on doit un peu tout gérer en même temps, mais c'est aussi la richesse de ce métier, c'est-à-dire que on passe de la gestion de panneaux LED parce qu'il faut gérer la technique à la création d'une plaquette marketing et regarder des vidéos pour savoir qui il faut recruter. Donc voilà, c'est à la fois la faiblesse et la richesse de cette fonction, c'est qu'on fait un peu de tout.
Ah, ça ne doit pas être évident d'être un petit peu au milieu, vous l'avez dit, vous gérez à la fois le côté administratif, mais également un petit peu en lien avec le staff, le sportif, les besoins et les demandes ne sont pas les mêmes, voire des fois ça doit même être d'être un petit peu tampon au milieu, j'ai envie de dire, entre les besoins d'un côté du sportif et de l'autre côté les besoins de l'administratif, ou du moins les réponses. Ça va pas être simple comme c'est jamais simple, mais ça a été une priorité quand on a créé la société. On a recruté le président Christian Lafitte et moi-même un staff justement qui était dans cet esprit, qui comprennent plus exactement le projet et les moyens du club. Et puis on est clairement dans un mode qui fonctionne beaucoup à la communication. Alors on n'est pas toujours tous d'accord, et puis à la fin il y a un président qui tranche, mais on a rarement quand même de grosses oppositions. De toute façon, on fonctionne avec une masse salariale, parce qu'on veut absolument rester dans nos moyens, et voilà, en gros, on donne l'enveloppe au staff, le staff a cette enveloppe et il fait ses recrutements, il nous propose différents joueurs, et après on décide tous ensemble. Mais non, ça c'est vraiment pas ce qui est plus problématique, parce qu'on a vraiment des relations saines de communication avec le staff et le président. Donc c'est pas la partie la plus problématique du métier. Alors, que représente proportionnellement, on va dire en pourcentage, la part des partenaires privés dans votre club? Est-ce que ça représente une part importante ou Ouais, nous on a une part particulièrement importante en termes de partenariat privé. Pour vous donner un exemple, en fait on a un budget qui est particulièrement vertueux, dans le sens où aujourd'hui, de toute façon, les clubs professionnels n'ont plus vocation à être subventionnés complètement par les autorités publiques, et nous on est très clairement en dessous des moyennes nationales. Pour vous donner un chiffre très précis, la moyenne nationale des clubs de Pro League, la moyenne des clubs de Pro League en termes de subvention est de 44%, c'est-à-dire que les clubs sont subventionnés à 44% en moyenne. Nous, on est subventionnés à 24,5%. Ah oui. Donc on est vraiment en dessous, mais ça veut dire aussi qu'on a développé justement une économie interne qui est vertueuse, qui s'appuie essentiellement sur le partenariat externe et qui bénéficie en gros de toute la synergie qu'il y a autour du club. Et voilà, une économie qui doit pas être sous perfusion. On a une économie qui est réelle. Alors, vous l'avez dit, donc vous êtes une société. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est pas le cas de tous les clubs de Pro League. Certains sont restés en associatif, donc ça reste des associations à but non lucratif, donc comme on dit, loi 1901. Justement, est-ce que c'est un avantage d'être une société, et notamment vis-à-vis des partenaires? Est-ce que du coup vous parlez, j'ai envie de dire, de pro à pro et pas d'association à professionnel? Enfin, est-ce que selon vous Oui, c'est clairement un avantage à certains égards, à d'autres un petit peu moins. La Pro League, elle fonctionne aujourd'hui avec 14 clubs. Si ma mémoire est bonne, il doit y avoir 7 sociétés, 7 assos. Donc c'est vraiment la moitié. 50-50. De toute façon, à partir d'un certain montant de recettes, soit d'un certain montant de masse salariale, on est obligé de basculer. Le code du sport impose de basculer en société, et nous on s'en approchait, donc on a fait ce choix-là. Après, le passage en société, effectivement, il apporte ce que vous disiez, c'est-à-dire que on a un fonctionnement professionnel, ça rassure aussi les partenaires, ça rassure les institutions, et on a surtout un fonctionnement qui devient beaucoup plus efficient, avec des prises de décision qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides, avec un comité de direction beaucoup plus restreint. Après, les contraintes du milieu professionnel par rapport au milieu associatif, c'est que financièrement on n'est plus éligible au mécénat. Voilà, ça c'est clairement une vraie problématique, mais qu'il faut assumer, parce que voilà, à un moment donné, il faut quand même basculer dans le monde professionnel, et le monde professionnel, c'est les sociétés, c'est pas les assos. Par contre, voilà, comme je disais, les sociétés ne sont pas éligibles au mécénat. Mais ça demande aussi plus de rigueur. Voilà, c'est vraiment le monde professionnel. Vous êtes une entreprise aujourd'hui au même titre que
que n'importe quel autre. Oui. Maintenant, les associations, vous savez, même quand on évolue dans le monde de la LNH, de la Ligue nationale de handball, c'est-à-dire dans le handball professionnel, de toute façon, vous avez une ligue qui vous impose un cahier des charges et un fonctionnement qui est de toute façon très rigoureux. Il y a une CNACG qui contrôle les comptes, il y a une trésorerie qui est vérifiée en permanence, tous les contrats sont vérifiés, donc il n'y a pas vraiment de changement par rapport à la rigueur. Les assos font un travail qui est tout aussi rigoureux. Par contre, voilà, il y a tout un fonctionnement qui devient privé, avec aussi la possibilité qui est pas négligeable, la possibilité de fédérer des associés. Ça veut dire que des acteurs aujourd'hui de l'économie locale à Pau qui sont devenus actionnaires de notre société. On est 12 actionnaires aujourd'hui, et parmi ces actionnaires, voilà, il y a des grands noms entre guillemets de l'économie paloise, des directeurs d'entreprises qui peuvent adhérer à notre projet et aussi apporter voilà toute cette énergie autour du club. Et apporter éventuellement leur réseau. En tant qu'actionnaire, c'est toujours plus facile, entre guillemets, de dire à un fournisseur ou autre, bah tiens, rejoins-moi, ou voilà. Exactement. Quand on est actionnaire que quand on est partenaire juste d'un club, ça crée aussi une appartenance. C'est toute la richesse du sport, hein. C'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup à l'affectif, et donc quand on a des associés qui s'approprient du coup le projet, et parce qu'ils sont actionnaires de la société, et ben les gens s'approprient le projet effectivement. Mais du coup, je rebondis sur ce que vous disiez, effectivement, faire fonctionner le réseau, c'est aussi justement aujourd'hui être capable de réfléchir le partenariat et le réseau le sponsor complètement différemment. D'ailleurs, nous on parle plus du tout de sponsor, parce que le sponsor il a cette image un peu de mécène qui donne de l'argent à fond perdu. Nous aujourd'hui on réfléchit complètement notre communication et notre marketing autour plutôt du retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il faut plus considérer que des entreprises vont donner de l'argent comme ça juste pour se faire plaisir. Il faut vraiment qu'en face il y ait une prestation qui puisse être quantifiée, que ce soit du réceptif pour que les gens viennent au match et puissent faire du réseau entre eux pendant les réceptifs d'avant ou d'après match, que ce soit de la visibilité. Il faut que les gens puissent pouvoir communiquer sur leur entreprise. Nous on a fait le choix cette année par exemple de diffuser toutes les rencontres. Maintenant toutes les rencontres sont diffusées à la télé et en direct. Donc voilà, on sort justement de cette vision du sponsoring pour être vraiment dans une relation quasiment de client, de B2B, avec la nécessité pour nos partenaires d'avoir un retour sur investissement. Ah, c'est particulièrement intéressant. Et comment vous le calculez, comment vous le quantifiez, ce retour sur investissement, justement, en lien avec les partenaires, ou c'est par des actions? Comment vous réussissez? C'est jamais évident de savoir une action. C'est ça. Non, ce qu'il faut, c'est pour valoriser le projet. Nous, on a les deux gros axes entre guillemets de retour sur investissement. Ça va être comme disait, le réceptif, parce que le réceptif, ça va permettre de faire du réseau. On a créé un réseau d'entreprises, on a quand même 130 entreprises partenaires, et Pau est une ville particulièrement le business peut se faire autour du sport. C'est-à-dire que les gens se retrouvent autour du sport pour partager un moment convivial. Les gens à Pau ont vraiment cette culture du sport. Ils peuvent alterner entre le basket, le rugby, le hand, le foot, et toutes les entreprises se retrouvent autour des clubs. Donc ça doit être effectivement un moyen de venir voir un match, mais quelque part on doit aussi potentiellement toucher des personnes qui finalement n'ont rien à faire du handball. C'est-à-dire des personnes qui viennent pour peut-être pour croiser tel directeur d'entreprise, tel chef d'entreprise, pour pouvoir aussi faire du business. Il faut vraiment qu'on ait une notion de retour sur investissement. Et puis vous parliez aussi d'évaluation. Nous, depuis qu'on a mis en place les diffusions en télé en direct, on a un compteur de vues. On sait du coup que avant les logos qui passent sur les panneaux LED, ils étaient vus par les 1500 personnes qui sont dans la salle. Maintenant qu'on a la télé, on sait que par exemple sur certains matchs, on a eu plus de 100 000 vues. Donc on peut aussi quantifier ça et dire que maintenant il y a plus de 100 000 personnes qui ont vu le clip LED ou le panneau dans la salle lors du match. Donc vous m'avez dit que vous aviez 130 partenaires. Quel est
le type, est-ce qu'il y a le portrait type du partenaire de Billière aujourd'hui ou Non, on a justement, et c'est ça justement la richesse de notre réseau, c'est qu'il n'y a pas de portrait type. C'est-à-dire que on a des gros partenaires qui sont des partenaires historiques, comme Sogeba, comme la cave de Jurançon. On a des gros partenaires de cet ordre-là. Et puis à côté de ça, vous avez des petits entrepreneurs, des petits artisans qui viennent aussi, des spécialistes en incendie, des spécialistes en des traiteurs, tout ce genre de partenaires qui à un moment donné peuvent se retrouver autour d'un projet professionnel et se mettre en synergie, se mettre d'accord et puis travailler ensemble. Donc c'est aussi tout l'intérêt de regrouper un gros réseau de partenaires. Allez, on va parler un petit peu du sujet qui fâche. Non, je plaisante, hein, c'est pas vraiment. Mais on en a discuté un petit peu en début d'interview. Donc Pau, c'est plutôt une agglomération moyenne. Si je dis pas de bêtises, il doit y avoir à peu près 200 000 habitants sur l'aire urbaine. Plus, mais c'est bien ça. Ouais. Et il y a quand même 4 clubs professionnels masculins, rien que masculins. La section paloise, qui est quand même en plus un club mythique du basket français. Le Pau FC qui est monté en Ligue 2, qui est également une société. Il y a également la section paloise. Et l'élan Bernais en basket, voilà. L'élan Bernais en basket, ça c'est pour en Pro A, qui est un club mythique du basket français. La section paloise en rugby, là aussi un club mythique de top 14. Et il y a vous, Billière, en handball. Donc avec Pau, on va dire, vous êtes avec le Pau FC en Ligue 2 qui vient de monter en Ligue 2. Voilà, vous êtes les deux qui évoluent en deuxième division. Les deux autres évoluent en première division. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup. Alors vous l'avez dit aussi. Hein, c'est d'un côté, ça crée une culture du sport professionnel. Mais est-ce que vous arrivez encore à aller démarcher des partenaires? Est-ce qu'il y a encore des entreprises à aller démarcher? J'imagine que les 4 clubs qu'on vient de citer, et plus 5 si on rajoute le club de rugby de Lons en rugby féminin, ils vont démarcher les entreprises. Même, j'imagine que vous allez même démarcher des fois les mêmes entreprises sur une zone comme ça. Ça va pas être simple. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe et est-ce que parfois vous avez trouvé des synergies? Est-ce que ça c'est possible? Alors c'est effectivement pas simple parce que on est sur un territoire qui est effectivement pas énorme en termes d'extension économique. On évolue sur une agglo qui est grande mais qui n'est pas non plus comparable aux grosses agglos françaises. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même alors déjà on retrouve des clubs qui sont des entreprises qui sont partenaires de plusieurs clubs et on a aussi des choses qui sont différentes, c'est-à-dire que finalement les produits sont absolument pas les mêmes. Quand vous allez voir un match de foot ou un match de rugby ou un match entre la différence entre sport de salle, sport de plein air déjà, et puis les choses différentes que vous pouvez y trouver, finalement les gens s'y retrouvent et on retrouve effectivement plusieurs partenaires qui sont dans différents clubs. Maintenant, je pense qu'aussi qu'on est conscient que cette situation elle est quand même difficile d'un point de vue de la concurrence effectivement. Et c'est vrai qu'on réfléchit, on est en train de réfléchir tous ensemble, voilà, les clubs, à voir comment est-ce qu'on pourrait faire de ce handicap, entre guillemets, transformer ce handicap en une force pour justement voir comment est-ce qu'on peut aller ensemble démarcher des partenaires au niveau national, voire au niveau international, en s'alliant. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours, qui pour l'instant n'aboutit pas spécialement parce que concrètement on avait commencé à y réfléchir avant la crise Covid et la crise Covid entre guillemets a mis un frein parce que tout le monde est dans la gestion de crise actuellement. Très clairement on s'est tous recentrés sur la gestion de notre crise individuelle, mais c'est des réflexions qu'il va falloir avoir effectivement dans un futur très proche. Après, la principale difficulté, c'est quoi? C'est de trouver des supports communs pour pouvoir vendre en package et que tout le monde y trouve son compte. C'est voilà, les supports sont pas forcément les mêmes. La difficulté, elle est très simple. Elle est de faire que 1 plus 1 soit pas égal à 1,5. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'on réussisse à démontrer et à prouver que une mise en place d'une synergie comme ça puisse apporter une plus-value à chacun. Ça, c'est vraiment important pour que chacun puisse s'approprier ce projet. Et ce qui est aussi important, c'est que réussir à rassurer tout le monde en montrant que
l'identité des clubs, la souveraineté des clubs et son autorité entre guillemets au niveau local soit aussi préservée. Parce qu'il faut pas non plus faire une sorte de bouillie de tous les clubs. Chaque club a son identité, ses produits, donc il faut absolument respecter tout ça. Mais voilà, il faut réussir à trouver une plus-value, à montrer qu'avec avec des alliances, on pourrait aller chercher des nouveaux partenaires. Alors pas au niveau local, parce que comme je disais, au niveau local, il faut que chacun garde son autonomie et son identité. Mais par contre, pourquoi pas créer un produit qui puisse être vendu au niveau national et qui donne accès à des produits entre guillemets variés, le hand, le foot, le basket, le rugby, et intéresser des partenaires au niveau national. Je pense que c'est un cas unique en France pour une métropole de cette taille d'avoir 4 clubs professionnels. Donc c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. Et j'ai juste 2 derniers petits points sur cette question-là justement. Du coup, je vous en prie. Par rapport à ça, comment vous faites, comment vous adaptez les offres, c'est-à-dire maintenant une fois que vous avez fait un petit peu le tour, je dirais des entreprises, vous adaptez peut-être pour aller attirer des entreprises par exemple qui n'iraient pas chez les autres ou du moins qui pensent que ce n'est pas accessible. Donc est-ce que voilà, vous multipliez les offres pour essayer d'attirer des entreprises qui ne penseraient pas pouvoir être partenaires de votre club, ou alors au contraire dans l'autre sens avec des entreprises qui n'y penseraient pas mais qui pourraient, ou alors est-ce que vous allez plus loin? Non, c'est effectivement 2 sujets qui sont majeurs. C'est-à-dire que il y a aussi peut-être potentiellement des entreprises qui n'ont pas envie d'être uniquement au rugby, uniquement au hand, uniquement au basket. Il peut y avoir des entreprises qui disent tiens, moi ça m'intéresse chaque année d'aller assister à 2 matchs de basket, 2 matchs de rugby, 2 matchs de hand. Et donc on peut effectivement proposer cette offre. Mais après on peut aussi réfléchir à soit proposer des petites offres comme ça, soit profiter entre guillemets de cette réflexion mondiale qui est en train d'être initiée autour du Covid. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on apporte quelque chose au niveau de l'économie du sport. Et là, je parle plus au niveau national. C'est-à-dire que des entreprises qui vont venir vouloir profiter de tous les énormes bénéfices de notre belle région, là, le Béarn, les Pyrénées-Atlantiques, là, il y a vraiment des atouts qui sont énormes, et on a des entreprises aujourd'hui parisiennes qui peuvent avoir largement besoin, en contexte actuel, de venir s'oxygéner, et on peut aussi profiter de cette alliance pour proposer des packages avec effectivement des entreprises qui pourraient de temps en temps venir assister à un match de rugby, un match de hand, un match de foot, un match de basket, que ce soit corrélé avec une intervention séminaire autour d'un team building. Encore une fois, je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut proposer quelque chose qui apporte une plus-value. On n'est plus dans un modèle de sponsoring. Il faut que l'entreprise, elle se dise, tiens, moi je vais venir passer 3 jours en Béarn, je vais assister à un match de rugby, je vais assister à un match de foot, je vais faire profiter de mes collaborateurs d'une conférence sur le haut niveau. En suivant, on va faire une petite randonnée en montagne et on va visiter la cave de Jurançon pour voir un peu ce qu'est le patrimoine aussi du vin dans le coin, et on remontera à Paris et on aura vécu une vraie expérience, quoi. Et c'est pas uniquement de l'argent donné à un club comme ça, c'est une vraie expérience, une vraie plus-value, et c'est sur ces produits qu'on a à travailler, qu'on a à réfléchir ensemble. C'est une très très belle réflexion. En tout cas, c'est vraiment intéressant comme idée en tout cas. Et vous, à titre personnel, donc pour le club de billard, est-ce que vous élargissez un petit peu votre zone de chalandise pour justement dépasser? Vous parliez des Pyrénées-Atlantiques, mais on sait que du côté, il y a aussi de la concurrence de l'autre côté. Mais est-ce que vous élargissez un petit peu votre zone de chalandise pour essayer d'aller voir un petit peu les partenaires qui n'auraient pas été éventuellement sollicités? Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Là, ouais. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on est aussi dans cette période de réflexion par rapport à l'équipe marketing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir des idées, mais il va falloir du
personnel en face pour mettre en œuvre. Et donc c'est encore une fois, c'est toute la réflexion globale autour du sport professionnel, c'est-à-dire à quel moment est-ce que on ampute un peu la masse salariale du sportif pour augmenter celle de la structuration. Parce que voilà, encore une fois, des idées, augmenter les zones de chalandise, tout ça, on en a plein, mais il faut, si on veut mettre en place toutes ces politiques, il faut qu'il y ait du personnel compétent, du personnel qualifié pour les driver, et ce personnel-là, ça coûte de l'argent. Voilà, donc il faut qu'on ait cette réflexion-là et qu'on avance une fois que la crise du Covid sera un petit peu derrière nous. Surtout que j'imagine le principal, c'est déjà de conserver les 130 partenaires qui vous suivent dans la période qu'on vit actuellement. Exactement. D'ailleurs, comment vous faites justement là actuellement pour les fidéliser, etc. Et puis commencer un petit peu à anticiper la saison prochaine. Ça va pas forcément être. Non, c'est pas simple. évident. Après, nous, on a mis en place plusieurs choses qui nous permettent entre guillemets de compenser, même si on compensera jamais la perte qu'il y a eu pour eux, parce qu'ils n'ont pas eu les prestations clairement pour lesquelles ils avaient payé. Maintenant, on a mis en place de manière, de notre part en tout cas, on a pris en charge la diffusion télé de tous les matchs. Donc tous les matchs ont pu être diffusés et ça a considérablement augmenté la visibilité de tous les partenaires. On a essayé de garder le contact aussi avec eux en leur proposant des visios sur la préparation des matchs. Le staff technique intervenait pour leur expliquer les matchs. On a fait des entraînements commentés. On leur a fait livrer des petits coffrets de nos partenaires, de vin, des coffrets de foie gras, de la maison Montfort, des coffrets de vin de la cave de Jurançon, toutes ces choses-là. Donc on a vraiment essayé de garder le contact. Et puis là maintenant, il va être le temps effectivement de reprendre un contact individuellement avec chacun pour discuter et savoir effectivement est-ce qu'ils ont été lésés, à quel titre, et avoir un dialogue avec eux, parce que l'idée c'est aussi de les écouter. Parfait. Alors, je vais finir cette interview parce que vous avez, avant d'être directeur général de Billière Handball Pau Pyrénées, donc vous avez été sportif de haut niveau. Déjà, première question, est-ce que vous imaginiez quand vous étiez sportif de haut niveau, alors c'était pas le même sport, hein, c'est le parachutisme. Néanmoins, est-ce que vous imaginez que derrière un club professionnel ou derrière une structure professionnelle, il y avait tout ce travail-là, j'ai envie de dire, là, en arrière-boutique? Est-ce que vous imaginez un petit peu ce que c'était que le Non, je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on n'a pas mis les mains dans le moteur, entre guillemets, comme vous dites, parce que même moi, je suis comme beaucoup d'entre nous, on est tous des passionnés du sport, mais on a tous un petit peu une vision du sport professionnel où voilà, on a l'impression que tout roule, tout est géré et tout est facile, alors qu'en fait, et ça, je le dis pas uniquement pour le hand. Je vois, nous on a la chance, comme on disait tout à l'heure, d'évoluer avec des clubs qui évoluent en première division, en rugby, en foot, en basket, et en deuxième division au foot. Ça repose toujours, même si c'est du très haut niveau, ça repose toujours sur une énergie folle d'un ou deux hommes qui mettent leur santé, leur énergie et leur argent personnel. Donc il y a vraiment toute une effervescence derrière le sport pro qui repose sur la passion des gens. Nous on a un président, Christian Lafitte, qui est président depuis des dizaines d'années, qui réfléchit bien handball jour et nuit, et c'est avant tout le sport pro, c'est avant tout une histoire de passion, une histoire d'émotion, et c'est aussi ça qui fait que c'est beau, hein, parce que des fois on se dit mais purée, comment on peut vivre des moments comme ça, passer autant d'énergie pour quelque chose qui finalement, quand on le regarde avec un peu d'auteur, est assez futile, puisque ça reste que du sport. Mais par contre, on y met une énergie folle et puis une émotion folle et une implication totale de chaque instant. Encore une fois, quand je dis jour et nuit, c'est au sens propre, quoi. Donc voilà, c'est toute la passion aussi qu'il y a autour du sport pro qui fait que c'est difficile, mais que c'est beau, quoi. Après, le parachutisme, c'est un sport plus confidentiel, on va dire, au niveau médiatique. La pression, elle est moindre, même si vous n'étiez pas du même côté, hein, parce que vous étiez plutôt côté sportif. Mais voilà, la pression n'est pas non plus la même entre une discipline comme le parachutisme et le handball, et notamment le handball de haut niveau. Disons que paradoxalement, même si c'est un sport qui est moins médiatique, le parachutisme
parachutisme aujourd'hui, en tout cas moi pour ma part, parce que j'ai dirigé l'équipe de France au sein du bassin de Joinville pendant 3 ans, finalement c'est une discipline qui est finalement plus... Alors, pas structuré parce que c'est pas vrai, mais plus facilement soutenu. Le handball pro, en fait, il dépend des sociétés. C'est chaque société qui se débrouille un peu tout seul. Quand vous gérez l'équipe de France de parachutisme, et bien entre guillemets, on a le soutien. En tout cas, pour nous le cas, c'était le soutien du ministère de la Défense, et on se consacre quasiment exclusivement sur la partie sportive. C'est-à-dire que moi, quand je gérais l'équipe de France de parachutisme, je gérais que le sportif. J'allais pas chercher les partenaires. Je gérais pas la masse salariale, je gérais pas la RH, et mes équipiers étaient tous payés, et c'était entre guillemets plus simple. C'est toute l'économie autour du sport pro qui est difficile. Par contre, quand c'est sur un sport comme vous dites plus confidentiel, mais finalement très bien soutenu, que ce soit par la fédération, par le ministère, ou par le ministère des Sports ou le ministère de la Défense, et ben finalement on est quasiment dans un fonctionnement plus fluide. Ok, merci en tout cas Julien Oleg d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était vraiment très intéressant, et je rappelle que vous êtes directeur général de Billière Handball Pau-Pyrénées qui évolue en Pro League, donc la 2e division du handball français. C'était vraiment très intéressant parce qu'encore une fois, votre agglomération Pau, c'est un cas à part, j'ai envie de dire, au niveau français. Donc beaucoup de sujets à traiter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps en tout cas de répondre à nos questions. Merci à vous, et puis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Un grand merci à Julien Oleg. Retrouvez le Billière Handball Pau Pyrénées sur le www.bhb64.fr, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinix.fr. À bientôt.